J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Je sens qu'il y a beaucoup de négativité, quoi. Vivement qu'on sorte de cette négativité. Mais bon, je vais dire des choses aujourd'hui, dans mon petit plan général, qui sont pas forcément si positives que ça, ou ça dépend, plus ou moins, ça dépend quoi. On va parler de tout ça. Et pour commencer, bah vous savez forcément, hein, pour la Silicon Valley Bank. Donc je vais pas vous refaire le topo. Par contre, je mettrai pour la rediffusion sur YouTube ce thread récapitulatif de Grégory Raymond. Ça résume bien la situation. Mais donc on a une banque qui se retrouve en manque de liquidité. Les gens qui veulent retirer leur argent, enfin quand je dis les gens, c'est surtout des entreprises, hein, plus que des particuliers. Et donc il n'y a pas l'argent dans la banque. Donc la banque est en faillite. Et il y a eu des grosses inquiétudes au sujet de l'USDC, le stablecoin, parce que Circle, qui émet ce stablecoin, l'USDC, ils avaient 3,3 milliards de dollars en réserve dans cette banque, la Silicon Valley Bank, la SVB. Et donc, ça a entraîné une petite panique. Il y a eu un dépeg, beaucoup de gens ont flippé à ce moment-là, forcément. Ça fait un peu peur quand l'argent que t'as dans le stablecoin, d'un coup la valeur est baisse, alors que c'est censé être stable. Et je vous ai posé la question sur Twitter, si demain vos stablecoins ne sont plus fiables, vous faites quoi? Est-ce qu'on met tout sur Bitcoin? Est-ce qu'on sort des cryptos? Est-ce qu'on cherche d'autres stablecoins? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres solutions? Et j'ai fait un petit sondage, et je vous ai demandé, c'est quoi le mieux entre les principaux stablecoins, l'USDC, l'USDT, le BUSD, qui a aussi connu des turbulences ces temps-ci, et Bitcoin. Et donc, écrasante majorité, les 2/3 ont choisi Bitcoin. C'est un choix quand même plutôt rationnel, et aussi c'est plutôt rassurant. Et on peut aussi considérer qu'à terme, le Bitcoin, surtout si ça devient un petit peu la monnaie du monde, ce qu'on peut souhaiter, même si c'est pas tout de suite, hein, ça se trouve ce serait dans 20 ans, dans 30 ans, mais ce serait amené à aussi devenir un stablecoin. À terme, c'est censé être stable quand tout le monde en aura. Petit aparté sur Elon Musk, au sujet de la SVB, et il y a quelqu'un qui pensait que Twitter pourrait acheter la banque SVB pour devenir une banque digitale, parce que Elon Musk, il a dit aussi qu'il voulait en faire une banque, de l'application X et tout ça, la super app, vous savez bien, et pour ça il faut une licence bancaire, donc pour ça, peut-être qu'il faut racheter une banque. Et il a dit qu'il était ouvert à cette idée. Il y a aussi Benjamin qui a réagi à la situation de la SVB, et à la fin de cette longue intervention, il a parlé d'Elon Musk. Ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas parlé d'Elon Musk. Et pour dire que bien que ce soit seulement un truc secondaire, et que c'est un plan de long terme, en anglais long shot, c'est bizarre, je sais pas trop pourquoi il dit ça, et si Elon Musk achète la SVB et l'intègre à Twitter, ce serait une tournure intrigante, fascinante. Ce serait une drôle de péripétie, quoi. Alors, je sais pas, alors pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ça fait longtemps qu'il a pas parlé d'Elon Musk, c'est peut-être parce que, justement, il faut une licence bancaire pour pouvoir faire ce que Elon Musk a dit qu'il voulait faire. Et j'ai posé la question à Benjamin, racheter la SVB, ça permettrait en effet à Elon Musk d'obtenir une licence bancaire aux États-Unis, mais forcément, du coup, se pose la question pour l'Europe. Comment il ferait pour avoir une licence bancaire pour Twitter, pour X? J'ai demandé à Benjamin s'il avait une idée. Bon, elle est pas tout à fait innocente, ma question, forcément, parce qu'en fait, ça amène aussi à la réflexion que du côté de Multiversix et de X-Portal, ils ont quand même beaucoup d'avance par rapport à Elon Musk. Ils ont déjà leur licence bancaire, ils peuvent avoir l'activité de banque dans 30 pays d'Europe. X-Portal a déjà été lancé, donc il y a quand même une sacrée avance par rapport à Elon Musk. Mais ça pose aussi la question, pour aller sur le marché US, Multiversix aura aussi besoin d'une licence bancaire aux États-Unis ou plus largement en Amérique du Nord. Finalement, les deux, que ce soit Elon Musk ou Benjamin, il y a ce point de la licence bancaire et c'est une nécessité, quoi. Et pour revenir sur la SVB, il y a une infographie qui résume bien ce qui est en cours au niveau de la SVB, mais aussi des banques d'une manière générale, et cette panique, cette contagion qui est en train de commencer. C'est une infographie de Slimane Imora, et en fait, on a des taux qui sont de plus en plus élevés. Les entreprises n'arrivent plus à lever des fonds, ça c'est dû à la hausse des taux, ça devient plus dur d'emprunter, donc il y a un besoin de liquidité, il y a un besoin de cash, les entreprises veulent opérer des retraits, donc le cash détenu par la banque ça suffit plus, parce que les banques, avec cet argent, l'argent des entreprises, l'argent des clients, elles font des placements ces derniers temps, et notamment concernant la SVB, c'est des bons du trésor, des obligations américaines. Vu que cet argent est pas dans la banque, elle doit
doit vendre ses titres, ses obligations, ses actifs pour fournir de la liquidité. Du coup, il y a une dépréciation suite à la vente, il y a des pertes d'actifs. L'enregistrement de ces pertes dans le bilan de l'entreprise, ça provoque aussi une panique et une intensification des retraits auprès des clients de la banque. Donc c'est une boucle rétroactive. Donc du coup, à nouveau, la banque doit continuer de vendre ses actifs. Ça entraîne à nouveau une dévaluation jusqu'au moment où ça provoque le bank run. Et donc c'est une situation dans laquelle il y a un grand nombre de personnes qui commencent à retirer simultanément leur argent et il n'y a pas assez d'argent dans la banque et la banque fait faillite. Donc voilà le mécanisme. Et donc c'est la panique. Et la Fed qui juste ici disait on continue d'augmenter les taux, on arrête d'injecter des liquidités, c'est un revirement complet. Là ils se mettent à dire en fait les taux on va les baisser. Ils se mettent à vouloir injecter des liquidités. Tout sera mis en œuvre pour éviter une crise de liquidité. Ils ont déjà fait des prêts d'urgence à hauteur de 25 milliards de dollars pour remettre à flot les établissements bancaires, ceux qui font faillite actuellement, là, la SVB en particulier. Et oui, la situation, elle est donc assez critique. La Fed a dit qu'elle se tenait prête à utiliser tous les outils à sa disposition pour soutenir les foyers et les entreprises. Autrement dit, la planche à billets, envoyer du cash. Et envoyer du cash et des liquidités, c'est fait pour stopper la panique, pour éviter une contagion, pour éviter qu'il y ait la peur qui envahisse tout le monde. Malgré ça, la peur envahit tout le monde, enfin les banques, même les banques européennes, en particulier le Crédit Suisse, qui a pris moins 28%, c'est assez violent, mais aussi des banques françaises comme la BNP Paribas ou la Société Générale autour des 12-13%. Donc c'est violent, c'est un crack. Et pourtant, Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, avait voulu nous rassurer et nous avait dit « Calm down, tout va bien, tranquille, ne paniquez pas, il n'y a pas de raison d'avoir peur, nos banques sont solides, la situation de l'Europe n'est pas la même qu'aux États-Unis. » Le lendemain ou le surlendemain qu'il ait dit ça, pourtant c'était la panique et la contagion. Il a rassuré personne, quoi. Et aux États-Unis, ça continue de s'amplifier. Il y a les gens qui ont commencé à sortir leur argent des banques régionales, les petites banques en fait, pour le déposer ensuite dans des plus grosses banques, les banques dites too big to fail. Et tout ça dans le but de protéger leur épargne. Donc les petits vont faire faillite a priori, les petites banques. Ils vont probablement aussi, c'est la logique, se faire racheter par les plus grosses banques, les too big to fail. Mais est-ce que les gros, ce seraient pas les suivants à terme, les grosses banques, les JP Morgan peut-être, les Citibank, les Wells Fargo, les Bank of America. Et donc la solution, ça va être la planche à billets, injecter des liquidités. En tout cas du côté de la Chine, c'est déjà ce qu'ils ont commencé à faire, justement pour éviter d'être confrontés à ce problème et à ce type de crise comme avec la SVB. La Chine a injecté 41 milliards de dollars au cours des derniers mois, principalement là sur le début de l'année. Et c'est la plus grande quantité de liquidités que la Chine a injectée dans son système financier depuis 2020 et la période Covid. Donc c'est le retour de la planche à billets. Également, il y a 2 trillions, donc ça fait 2000 milliards de dollars qui pourraient être injectés par la Fed dans un programme d'urgence pour sauver les banques. C'est une info, la source s'est confirmée là au niveau de Bloomberg. Et du côté du Crédit Suisse, ils vont emprunter 54 milliards, donc pareil, des liquidités auprès de la Banque Centrale Suisse pour se renflouer. Donc là c'est une information que j'ai vue aussi sur Reuters, là c'est Forbes, c'est confirmé. On est donc dans une situation assez critique et aux États-Unis, la Fed est en passe de perdre le contrôle sur l'inflation. Finalement, ils prenaient une posture stricte où ils disaient qu'ils allaient continuer d'augmenter les taux pour réduire l'inflation, parce que c'est leur rôle, c'est la mission des banques centrales, c'est de maintenir une stabilité des prix, éviter que l'inflation parte en sucette. Finalement, c'est une marche arrière complète et ils sont en train de démontrer qu'ils sont complètement impuissants face à l'inflation. Et même pire que ça, injecter à nouveau des liquidités, augmenter la masse monétaire, ça va accélérer ce mouvement d'inflation. On risque de partir dans de l'hyperinflation. Mais en fait, pour les années à venir, c'est vraiment tendu. En gros, les gens normaux vont probablement morfler. Parce que les salaires, ils vont pas augmenter ou carrément moins vite que l'inflation. Surtout si on se tape du 10% par an ou presque, ou pire même. Et espérons que ce soit pas pire. Sinon, on va se retrouver dans des situations, alors peut-être pas comme à l'extrême en Argentine et au Liban, avec des 90% d'inflation, mais une situation proche de beaucoup de pays en Amérique latine ou en Afrique avec des 15
15, des 20, des 25, des 30% d'inflation par an. Et bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas à là, mais en fait c'est possible. Et dans ce cas-là, l'épargne des gens va fondre comme neige au soleil, et c'est absolument catastrophique. La pauvreté risque d'exploser. Donc c'est pour ça que je disais en début du live, il y a des trucs pas vraiment réjouissants. C'est chaud. Et du côté de l'Europe, qu'est-ce qui se passe du côté de la BCE? Bah en Europe, il y a le vice-président Luis de Guindos, le vice-président de la BCE, qui a tiré la sonnette d'alarme en disant que continuer d'augmenter les taux, c'était un peu chaud et ça pouvait mettre en difficulté des banques européennes. Et malgré ça, tout à l'heure là, il y a Christine Lagarde qui a annoncé que l'augmentation des taux allait continuer pour atteindre les 3,5%. Et donc malgré les difficultés des banques européennes. Alors ça, qu'est-ce que ça va provoquer? Je sais pas trop. Va falloir voir ce qui va se passer, hein, la nouvelle elle est toute fraîche. Mais bon, on dirait qu'il y a... toutes les voix ne sont pas les mêmes. Il y a des voix dissonantes au sein même de la Banque Centrale Européenne, entre le vice-président et la présidente Christine Lagarde, mais bon, c'est elle qui a la décision finale apparemment. Je sais pas trop à quoi ça va mener, mais si aussi la BCE décide de continuer d'augmenter les taux, et si derrière ça reprovoque des crashs au niveau des banques, et si derrière la BCE finalement dit non, on rebaisse les taux en urgence, ça risque d'être encore pire, quoi. Le message envoyé, c'est qu'ils y vont vraiment à l'aveugle, et un coup à droite, un coup à gauche, en fonction du vent, quoi. Et je suis pas sûr que ça rassure les marchés, ça. La situation est tendue. Une solution à toute cette inflation, à un problème qui paraît insoluble, ça pourrait être les CBDC. Et je me souviens qu'il y a pas longtemps, Jérôme Powell nous annonçait que les CBDC arrivaient very soon, très bientôt. J'ai vu aussi aujourd'hui que les Émirats Arabes Unis et l'Inde viennent de signer un accord d'interopérabilité pour travailler au développement de leurs CBDC. Et c'est pas nouveau, je vous en parle souvent. Dans toutes les zones du monde, ça accélère sur les CBDC. Les crypto-monnaies de banque centrale, l'euro numérique chez nous. Et en effet, ça pourrait vraiment être une solution. Ce serait vraiment l'outil idéal, parce que quand on a une monnaie programmable, on peut le contrôler. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte d'induire des comportements et par exemple, stimuler la demande dans tel ou tel domaine, soit en proposant des bonus, soit des malus pour stimuler tel secteur, stimuler des importations, des exportations, peu importe, hein, là je dis pas quelque chose de précis, mais en fait pour avoir un contrôle. Et pire que ça, avec le yuan numérique par exemple en Chine, avec une crypto-monnaie de banque centrale programmable, on peut aussi décider qu'à la fin du mois, ton argent vaudra 0 et il faut que tu le dépenses avant la fin du mois. Et ça c'est des manières de stimuler l'économie. Donc c'est aussi des manières à des moments d'augmenter l'épargne, de réduire l'épargne. Là on est dans de la macroéconomie et en fait d'augmenter ou baisser la masse monétaire en fonction du besoin. Donc c'est vraiment l'outil idéal. Par contre, c'est absolument liberticide, c'est pas du tout démocratique, c'est même dystopique. Et encore une fois, là on retombe dans quelque chose qui est pas très drôle. Finalement, ce problème que les banques centrales ont eux-mêmes créé avec la planche à billets, en lâchant du cash à fond, de manière incontrôlée, finalement, lâcher du cash, c'est la seule solution jusqu'à aujourd'hui pour éviter les faillites bancaires et une panique généralisée sur tout le système financier, pour éviter en fait que le monde s'effondre, hein, que l'économie s'effondre, parce qu'à un moment donné, ça touche l'économie réelle. C'est la seule solution, la liquidité et le cash, et peut-être que prochainement, d'ici quelques années, la solution, vu que la situation sera devenue tellement tendue, la solution ce sera les crypto-monnaies de banque centrale. Ou alors, il peut y avoir une alternative qui s'appelle le Bitcoin. Mais évidemment, ce sera pas l'alternative choisie par les institutions, ou en tout cas la plupart, hein. On a vu qu'au Salvador, ça pouvait l'être. On a vu en Centrafrique, ça pouvait être la solution choisie. On espère dans d'autres pays d'ici là aussi. Mais au moment où les banques sont en danger, le Bitcoin pump. Il pump, et même il se maintient bien alors que ça continue de se dégrader sur les marchés financiers. Alors on pourrait dire que c'est tout un symbole, mais est-ce que c'est juste un symbole? Est-ce que c'est juste un épiphénomène? Il est peut-être tôt pour le dire, hein, ça fait que quelques jours, il faut du recul, il faudra qu'il se passe plusieurs mois peut-être pour avoir plus de recul, mais peut-être aussi que cette panique bancaire, cette panique sur le système financier, le pump du Bitcoin, c'est peut-être la conséquence. Peut-être que, vu que le problème et la solution, souvent c'est lié, c'est corrélé, peut-être que Bitcoin, ça peut être la solution. Parce que le Bitcoin pourrait être considéré un bouclier anti-inflation et une valeur refuge. De la même manière que les métaux précieux, par exemple l'or, l'argent, ou alors également comme valeur refuge en ce moment, ça va être tout ce qui touche à la production alimentaire, parce qu'on aura toujours besoin de manger, et donc on en aura toujours besoin, ce sera toujours une valeur refuge. Je vous ai donc demandé dans un sondage quel était votre sentiment vis-à-vis du marché crypto actuellement, et la moitié, vous êtes optimiste. Il y a un petit 10% qui est pessimiste, et quand même toujours une bonne partie, presque 40% des gens,
gens qui restent indécis. C'est normal, hein. On est peut-être encore en bear market, ou peut-être plus tout à fait, peut-être qu'on sait pas trop, peut-être que c'est fini, on sait pas bien. Et finalement, le bear market, est-ce qu'on s'apprête justement à en sortir? Est-ce que le bottom a été trouvé? Si on regarde ce qui s'est passé sur les 2 derniers cycles, et qu'on les juxtapose, finalement ça pourrait peut-être être le cas. En tout cas, si ça se passe comme les précédents cycles, et là on voit que malgré la conjoncture économique, malgré les paniques sur les marchés financiers, bah pour l'instant ça se passe comme les précédents cycles sur le Bitcoin. Est-ce que Bitcoin a son propre cycle? J'ai pas la réponse. Mais peut-être que le bear market est bientôt fini. Peut-être. C'est toujours des suppositions. Et c'est toujours a posteriori qu'on peut le dire. Et je vais aborder un dernier point. Le dernier point est important parce que je vais me rendre à la Paris Blockchain Week la semaine prochaine. Je vous ai parlé de ça dans ma vidéo de mercredi, donc d'hier hein, pour vous là sur Twitch. Je pourrais me rendre aussi à la Paris Blockchain Week le 22 et le 23 mars, donc le mercredi et le jeudi. Et le mercredi, il y a Benjamin qui s'y rend et qui va intervenir comme speaker. Je vous préviendrai sur Twitter de toute façon. Et puis je vous conseille d'activer vos notifications sur Twitch. Aussi de me suivre sur Twitch pour ceux qui l'ont pas encore fait. Pourquoi pas activer les notifications aussi sur Twitter parce que je peux partir en live d'un coup en fait et je vais vous dire je vais lancer un live et ça va partir et je sais pas trop comment ça va partir, je vais improviser. Donc voilà, si vous voulez suivre tout ça, je vais faire un petit peu comme au XDay et je vais essayer de je sais même pas quoi, je sais même pas ce que je vais faire vraiment, je vais me balader, je sais que Elrond Mafia ils seront présents donc je vais essayer de les capter. Faire une petite interview improvisée. Je sais pas, il y a Foudre aussi qui sera présent. Je vais essayer de le capter aussi. Ça peut être sympa de parler avec lui. Et puis, tous ceux que je vais croiser, et si j'ai des possibilités, je vais improviser. Comme au XDay. J'ai pas de plan prédéfini, j'ai juste les grandes lignes. J'aurai mon téléphone portable, j'aurai mon micro, j'aurai une batterie pour recharger le portable, et c'est parti quoi. J'allume le live, et c'est parti. On verra mon Bitcoin et mon micro, ma batterie, mon culot, et mes jeux de mots. Bon, je vais bientôt terminer, hein. Sur ce, je vais aller en manif. Non, je pense pas, là, il se fait trop tard. Où est l'amour? Tu veux qu'on parle d'amour, Fou? Qu'est-ce que tu veux dire? L'amour avec une lettre, qu'est-ce que ça veut dire, l'amour? Tu veux faire l'amour? Tu as besoin d'amour? Bon. Sur ces mots doux, on va se quitter sur l'amour. Et beaucoup d'amour à vous. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et du courage aussi dans ce monde difficile, ces temps compliqués qui s'annoncent. Allez, bonne soirée et qui vivra verra. Salut.